Donc si le FLN était cohérent, il mettrait des statuts de Gaulle. Et donc le FLN doit... Enfin, tous ces milliardaires du FLN doivent leur pognon quand même à De Gaulle et à la bêtise française de l'époque qui a lâché le Sahara. Enfin, moi je pense qu'on a dû le garder, hein, le Sahara. Je dis Non, on franchement. n'aurait jamais pu le garder sans les Algériens. Ah, mais non, mais il n'y a pas d'Algériens au Sahara quasiment, démographiquement Ouais, mais parlant. comment on aurait fait? On aurait fait couper le pays en deux, on aurait fait un pays indépendant aurait au eu des- nord et une on aurait, colonie. on aurait eu des accords avec le Maroc, on aurait eu des accords même avec l'Algérie, hein, tu sais, on aurait pu faire des accords de libre-échange et puis on vous donne une partie du bif, hein, tu vois, c'est... Il y avait moyen de s'arranger, tu Ouais, penses? bah, bien évidemment, ouais. Mais tu penses que, par exemple, toi, tu penses que c'était inéluctable l'indépendance de l'Algérie ou alors il y aurait pu avoir une Algérie française? C'est une très Parce bonne que question. ça, c'était une question qui se posait dans les années 50 en France, quand même. C'est difficile comme question. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Bachaga Boualem, pardon, qui s'appelle Mon pays la France. C'est un Algérien musulman qui était pour l'Algérie française et dont la fille, je crois, s'est mariée d'ailleurs avec le fils d'un leader de l'OAS, tu vois. Bon. En fait, pour dire, à terme, l'Algérie, pour rester française, aurait dû se convertir au christianisme, si tu veux. À partir du moment où tu as une masse culturellement non française, tu vois, et à partir du moment où tu veux que ces gens-là ne soient plus soumis au statut d'indigène, en fait, la seule solution, c'était de les convertir au christianisme. Ce que Louis-Philippe a refusé. Louis-Philippe a interdit les conversions en Algérie. Parce que lui, qui était franc-poisson, ne voulait pas augmenter les rangs du camp d'en face. Pas bête. Hein. Mais à partir du moment où on n'a pas converti ces gens-là, à partir du moment où on ne leur a pas fait partager notre civilisation, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où on ne leur a pas donné notre socle civilisationnel, à terme, il ne pouvait pas y avoir par contre, on aurait pu faire une partition du territoire, tu vois, on aurait pu... Enfin voilà, il y avait... De Gaulle a... Il a bâclé un peu cette affaire, De Gaulle, à la fin. Il a bâclé un peu, il a complètement bâclé, il a tout lâché. C'est rigolo, c'est que lui a fait en Algérie ce qu'il a reproché à Pétain. C'est que il a tout lâché au FLN, De Gaulle. Il a tout lâché, et ne jamais oublier une chose quand même, c'est qu'il a abandonné 1,5 million de Français. De Français. Il a abandonné 1,5 million de Français. Et que penser d'un homme qui agit de la sorte? 400 000 harkis aussi, au passage, parce que les harkis... Mais si tu veux, je vais dire un truc. Bon, qu'il y a un fond de racisme chez De Gaulle, je ne l'excuse pas, je ne dis pas que c'est pas grave, mais on comprend la logique, si tu veux. Maintenant, quelle est la logique de quelqu'un qui se dit patriote et qui abandonne 1,5 million de ses compatriotes? Ces gens-là, ce monsieur-là, vient donner des leçons de patriotisme à Pétain? On se fout du monde. C'est une plaisanterie. Et toutes les casseroles de Vichy réunies ont fait moins de morts que le massacre des Harkis, je le rappelle quand même. Hein. Je le rappelle. Et toutes les casseroles réunies de Vichy n'ont pas conduit à ce drame humain qu'a été l'exode des Pieds Noirs. Hein, bon, je m'en Parce que les harkis, c'est vrai qu'on a appris que même il y en a certains que les militaires français faisaient passer dans les bateaux clandestinement. Bien sûr, arrivant en France, les autorités les reprenaient, les renvoyaient en Algérie à la mort, quoi. C'est l'armée française qui a sauvé l'honneur sur la question des harkis. Oui, c'est ça, oui. C'est l'armée française. Parce que semble-t-il, ce sont des officiers qui désobéissaient aux ordres et qui sûr, ramenaient en fait les familles avec eux en disant tout à fait. on se moque des ordres. Là, pour le coup, les harkis se sont vraiment fait enfiler. Hein. C'est vraiment atroce ce qui leur est arrivé. Sachant qu'il y avait beaucoup plus, pendant la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup plus de harkis que de combattants du FLN, hein, il faut le savoir, ça, hein, en termes de chiffres. Anis Al-Faïda te parlait mieux que moi de cette question-là. Mais donc voilà, donc l'Algérie, vaste question, très vaste question, question très compliquée. Mais à partir du moment où on ne partage pas un socle civilisationnel commun, on ne peut pas vivre ensemble. Et ce que je te dis pour l'Algérie de l'époque vaut pour la France d'aujourd'hui. Ouais. Ça va plaire. On me dit quand on regarde le FLN, c'est crimineux, ça s'annonce mal avec nos 7 millions d'Algériens. Voilà, donc je comprends pourquoi ça s'embrouille sur le chat. Effectivement, il y a les deux visions qui s'opposent. On va pas repartir quand même sur... Parce que tu vois, cette affaire d'Algérie, ça me fait penser un peu comme Pétain de Gaulle. J'ai l'impression que c'est pas soldé tout à fait entre la France. Non, mais c'est pas soldé, bien sûr que non, que c'est pas soldé. Bien sûr que non, que c'est pas soldé. Et notamment parce que si tu veux, les Algériens qui sont en France, qu'ils aient la nationalité française ou pas, n'ont pas de dirait. Oui, c'est... Bah, oui. Mais je dis, mais je comprends tout à fait votre rancune. Je la comprends tout à fait. Maintenant, les mecs, on peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Hein. On peut pas avoir la haine de la France à l'URSA. Bah oui, mais regarde, par exemple, voilà, toi t'es né dans les années 80, ça faisait 20 ans que c'était à l'indépendance d'Algérie, t'as plus rien à voir, toi. En outre. Enfin, toi, en tant qu'Adrien,
t'étais pas mêlé ni politiquement, ni de près, ni de loin à cette affaire d'indépendance Algérie. Dis-moi, on n'était pas nés quand Tout tout à ça fait. est arrivé. Mais est-ce qu'on doit encore supporter le poids de ça encore après Moi, personnellement, je t'avoue que moi, la colonisation, bon, j'aurais préféré qu'elle n'ait pas lieu, et d'ailleurs, on la paye très très lourdement, la colonisation, c'est ce que je veux dire. Hein. Moi, tu vois, Mais est-ce que c'est, y a pas un paradoxe? Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que on le paye effectivement les conséquences peut-être aujourd'hui. Mais est-ce que la France, sans la colonisation, elle aurait connu la grandeur, tu parles de quoi, là? la grandeur internationale, la présence Non, mais internationale? attends. Le moment où la France est lancée dans la colonisation, c'est justement le moment où la France a commencé à se péter la gueule. La colonisation, c'est quoi, fondamentalement? C'est l'Algérie en 1830. Ah, moi je la plaçais avant. Je place à C'est pas- partir de c'est la, pas la colonisation de l'Amérique. Et, Alors, ok, des d'accord. Antilles, Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais si tu veux, enfin, c'est pas du tout comparable, si tu veux, avec la colonisation de l'Afrique. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, en quoi c'est différent? C'est que justement, dans ces endroits-là, nous avons partagé notre socle civilisationnel commun. Tout à fait. Et D'ailleurs, pour- on l'a gardé. Et pourquoi mais j'y arrive. C'est que pourquoi nous le gardons? C'est parce que nous avons malgré tout des choses à partager. Nous avons une civilisation à partager. Et ne nous mentons pas. Ce ferment, c'est le christianisme. C'est pas étonnant si un député de gauche de je ne sais plus quel dom-tom a dit que le mariage gay risquait de mettre à mal l'unité de la France de ce point de vue-là, si tu veux. Bien sûr, Intéressant comme analyse, toi. à l'Assemblée. Il avait raison. Mais si tu veux, là, là, il y a eu vraiment. C'est pas du tout comparable avec l'indigénat qui a mis en place la République. Mais pour parler de la colonisation africaine, parce que tu vois, quand on parle de ressentiment colonial, Oui, on c'est. parle pas des descendants Oui. d'Indiens, Oui, d'Amérique, oui. tu vois. On parle des Africains, quand on se ment pas trop. Il y a eu la colonisation de l'Algérie en 1830, et, qui a commencé en 1830, mais sinon la colonisation des autres zones de l'Afrique, ça a commencé très tardivement. C'était dans les années 80, si tu veux. C'est pas la période de grandeur de la France. Hein. Les périodes de grandeur de la France, les deux plus grandes périodes de grandeur de la France, c'est le XIIIe siècle et le XVIIe, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. La France possède en elle-même tous les ressorts de sa propre grandeur. Ou même la France de Clovis, de Charlemagne, si tu veux, elle n'avait rien à voir avec la colonisation. La colonisation de l'Afrique, en tout cas, était une preuve de faiblesse, puisque c'était l'exportation, enfin c'était une preuve de dérèglement, parce qu'on croyait apporter à la civilisation en répandant l'anti-France, tu vois, en répandant les Lumières. Ce qui était complètement délirant. C'était vraiment complètement délirant. Sachant que si les gens veulent se renseigner sur l'histoire de la colonisation, je recommande les bouquins de Baudelomény sur les responsabilités des dynasties bourgeoises. Et il évoque pourquoi, par exemple, Jules Ferry a lancé la colonisation de la Tunisie. Notamment parce que son frère était impliqué dans une banque franco-tunisienne ou franco-égyptienne, je ne sais plus, qui avait intérêt à faire exécuter des contrats conclus entre le Dey et diverses banques et compagnies d'assurance françaises, tu vois. C'est l'histoire de pognon, la colonisation, c'est vraiment répugnant. C'est répugnant. C'est vraiment... Mais tout ça pour dire que la colonisation, on l'a payé très cher. Hein, et la contre-colonisation que vit la France est un châtiment. C'est un châtiment. Je veux dire, Mais il y en avait certains qui avaient prédit un peu cette situation. Oui, Charles de Foucault, notamment. Et d'ailleurs, il avait dit, hein, si on est La converti... France deviendra la colonie de ces colonies. Ah non, ça c'est Édouard Herriot. Ah, c'est Edouard Herriot qui a dit Ça c'est Édouard Herriot. Mais bon, ce mec était une quiche, hein, pour le coup, Édouard Herriot. C'est une baudruche républicaine, comme on en a fait tant, enfin comme la Troisième République en a tant fait. Et celles qui ont suivi d'ailleurs. Hein. Mais très concrètement, pour que... Tu vois, on parle toujours du vivre ensemble. Moi, je ne veux pas vivre ensemble. Je veux vivre français. Et les gens avec qui j'échange socialement sont des gens avec qui j'ai des choses à partager. C'est des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où on ne fait pas de gens des Français, où on ne leur transmet pas notre socle civilisationnel, on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas vrai. On veut vivre chacun comme En fait, en le vivre vertu ensemble, de ce qu'on a c'est transmis. une façon hypocrite de dire vivre chacun de son côté, en fait. Parce que Non, vivre ensemble, c'est un mythe. C'est-à-dire que personne ne veut vivre ensemble. D'ailleurs, si les gens voulaient vivre ensemble, les frontières n'existeraient pas. C'est tout. Et j'ai même envie de dire, si les gens voulaient vivre ensemble, la porte de votre appartement n'existerait pas. C'est tout. Personne ne veut vivre ensemble. Ça, c'est une connerie de gauche, encore une fois. La gauche rend bête, hein, je l'ai toujours dit. L'idéologie dominante de gauche... La fatigue, ça. L'idéologie dominante de gauche rend con, et ça te fout dans le crâne des maximes
comme le vivre ensemble, comme l'immigration chance pour la France, comme l'Union européenne propage la paix, etc. Enfin, voilà. Alors, me dire en quoi la différence de socle culturel commun est-elle un frein au vivre ensemble, justement? Parce que Selon vous, la solution serait-elle une sorte de communautarisme ou de société non, communautaire? non, la solution, c'est la réaffirmation culturelle de la France, pour que les Français renouent avec l'âme de leur pays, et ensuite, dans un deuxième temps, la remigration, sachant que tout cela s'enchaînera. Maintenant, en quoi le fait de ne pas avoir la même culture empêche le vivre ensemble, ou de partager, si tu veux, au quotidien, je te dis, regardez autour de vous. Quand on n'a pas la même culture, on ne vit pas ensemble. C'est tout. Et il suffit d'être au contact d'une réalité, non pas multiculturelle, mais on va dire pluriculturelle, pour être mieux compris, pour le savoir. On le sait tous, on le sait tous, on le vit tous. Maintenant, j'aimerais que les gens arrivent à faire des conclusions tirées de leurs constatations, si tu veux. On le vit tous et on le sait tous. Mais il y a beaucoup dans la société française, il y a une hypocrisie colossale sur la question de l'immigration. Colossale. Et beaucoup de gens se mentent. Beaucoup, beaucoup. Les Charlie en particulier, d'ailleurs. Tu vois. Ceci étant, ils se mentent pas jusqu'au bout. Parce que tu vois, tous ces bobos pseudo-antiracistes du 18e, tu vois, qui mettent leurs gosses dans le privé pour pas les foutre, tu vois, avec les gosses, tu vois, de la goutte d'or. Non mais, c'est-à-dire que, bon, quand l'instinct de survie arrive, là, l'idéologie s'érode un petit peu quand même. Hein. Mais donc, c'est très intéressant la question de ce métanote, parce que c'est la preuve que son esprit a été déréglé par la gauche. Donc, cher métanote, je te le dis vraiment très simplement. Ah bah, c'est corrosif. Moi, si tu veux, j'ai rien à partager avec le Malien de Montreuil, quoi. Très concrètement, j'ai rien à partager avec lui. Je dis pas qu'il est méchant, je dis pas que c'est un salaud. Je dis que je n'ai rien à partager avec lui. Je pense que si je lui parle de Baudemesnil, il en a rien à foutre, quoi, concrètement. Et que tu penses que les socles culturels sont complètement... Bah, ce que je pense, c'est qu'ils le sont. Ils sont complètement différents. Complètement. Et encore une fois, je crois pas délirer en disant ça, et c'est la réalité. Tu vois, moi, je fais pas d'idéologie sur cette question. Les points de vue qui sont les miens sont tirés de mon vécu. Tu vois. Et des anecdotes les plus élémentaires. Tu vois. Et sachant que je sais que les gens font semblant d'être choqués quand je parle de ça, mais quand tu parles avec eux en privé, les yeux dans les yeux, tu dis franchement, allez, on se dit la vérité, ils pensent comme moi. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas parler aussi. Oui, parce qu'elle est sûrement politiquement correcte, parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste. Oui, parce que si on parle, je veux dire, allez, ouvertement d'immigration, quelqu'un qui se positionne contre, immédiatement il est taxé de raciste. On va dire, si tu es contre l'immigration, c'est que tu es raciste. Alors que ça n'a aucun rapport. Tu vois, moi, personnellement, en tant que chrétien, je condamne le racisme. Tu vois, il ne faut pas être dans la haine de l'autre, au motif qu'il n'a pas telle ou telle étiquette. Mais c'est pas parce que je suis contre le racisme que je suis favorable à ce que la moitié de l'Afrique débarque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, tu prends un Congolais de base, tel Congolais de base est contre le racisme, mais si tu le dis au fait, est-ce que ça t'intéresse que la moitié de l'Europe applique, ou la moitié de l'Asie, je suis pas certain qu'il valide. Je suis pas certain qu'il valide. Bah d'ailleurs, bon, ça, ouais, je prends l'exemple, mais au Cameroun, au Nigeria, il y a des manifestations effectivement contre la présence de l'immigration chinoise. Puisque les Africains sont excédés un peu pour les mêmes raisons, puisqu'ils pensent que les Chinois vivent trop entre eux, ne se mélangent pas, etc. Mais l'immigration est une violence. C'est une violence, tu vois. Moi, je souffre physiquement. Tu vois, quand je suis à la Courneuve, j'ai souffert physiquement. Le spectacle qui m'est offert est un clash visuel. Parce que je suis dépossédé de mon pays. Et je ne me sens pas chez moi. Et j'ai raison de ne pas sentir chez moi. Et quand je suis chez moi, je me sens en sécurité. Mais quand tu n'es pas chez toi, bah, tu te le sens moins. Parce que tu n'es pas maître des lieux. Alors, on me dit, Adrien aurait-il quelque chose à partager avec Kevin, candidat des ch'tis à Mykonos? Ouais, bon, ça je... Ouais, mais Kevin, candidat des ch'tis à Mykonos, tu vois, il a en lui une anthropologie française. Donc, en fonction de son libre arbitre, en fonction de ce qu'il a en lui, soit il basculera dans le jacobinisme, soit il retournera vers l'âme de la France.
Et tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent, ah, j'étais un débile, tu vois, pendant des années, et puis là, je redécouvre mes racines, je redécouvre la religion, et c'est une deuxième vie. Et tu vois, donc moi, ceux qui viennent des ch'tis, bon, je sais pas qui c'est, hein, mais je dis, il a en lui une anthropologie, entre guillemets, réveillable, tu vois, que le malien de Montreuil n'a pas. Le malien de Montreuil, il est malien, c'est parfaitement respectable, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne peux pas éveiller en lui, si tu veux, ce qui est réveillable en lui, ce n'est pas l'anthropologie française, c'est l'anthropologie malienne. Il sera peut-être plus, comment dire, influencé par un Kémy Séba, par exemple, le discours d'un Kémy Par Séba. exemple. Alors là, ils ont mis des pavés, les mecs. Un là. petit peu court, là. Là, ouais, faites un peu plus court. Là, Issa Azad, là, c'est un petit peu long. C'est bon. C'est pas grave, je vais prendre une autre question. On me dit comment se positionner lorsqu'on est issu de l'émigration, se faisant étant interdit d'accès au socle français et francophone. Autrement, on est taxé de vouloir être plus français que français, n'ayant aucun intérêt pour les socles duquel on est censé être issu. Là, il parle du chantage. C'est vrai qu'il y a un chantage qui s'exerce sur ces... Je vais te dire un truc. Si cet individu ne se sent pas de lien avec le socle de ses parents, et que il se sent, comment te dire, proche du socle français, eh ben, c'est très bien pour lui, mais moi j'attends qu'il le soit vraiment. C'est-à-dire, pas un pied dedans, un pied dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est ou l'un ou l'autre. Après, moi, personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'on adopte véritablement le socle français. Non, oui. Mais je constate, après, si tu veux... Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il se fait... il est ostracisé dans son propre camp, quoi. Parce qu'on lui dit, ah, tu veux faire le français. Ouais, mais il faut choisir. Bah, de ce cas-là, tu dis, si tu veux faire le français, bah écoute, oui, et alors? Je vis en France. Tu vois, je te parlais de mon pote avocat d'origine algérienne. Il me racontait que son père lui payait des leçons de français. Et son père, dans son milieu, on le critiquait, on lui disait, mais pourquoi tu ne donnes pas des leçons d'arabe à ton fils plutôt que des leçons de français? Il dit, parce qu'il vit en France. Donc les gens qui se foutraient de la gueule de quelqu'un qui souhaite acquérir la civilisation française et être acquis à la cause française, il faut leur répondre, mec, t'es un bouffon. Point. C'est tout. Inverser le verre, parce que pour le moment, on va dire dans les quartiers, c'est celui qui prendrait la France qui est pris pour le bouffon. J'entends bien, mais est-ce que les gens des quartiers sont des modèles de réussite? Est-ce que l'économie parallèle est un modèle de réussite? Est-ce que le chômage de masse est un modèle de réussite? Et je dis ça sans mépris. Je constate qu'il y a une réalité qui est comme ça. Tu vois, moi, tu vois, mon pote avocat dont je te parlais, il venait d'une cité, il y avait des dealers et compagnie. Voilà, hein, il en a rien à foutre des ondis. Est-ce que tu crois pas que allez, je vais l'appeler la Kaira culture, qui est la culture favorite la street crédibilité, la culture favorite en tout cas de chaînes de télé comme Canal+, qui adore mettre ça en avant à travers des reportages, des animateurs, des attitudes, etc. Et cette Kaira culture donc est en train de se populariser auprès des jeunes des quartiers, comme si, puisqu'on leur a pris leur culture, puis on l'a porté comme une espèce de culture populaire. Mais est-ce que c'est pas un piège qui leur est tombé, c'est un putain de piège, qui va les conserver dans leurs conditions sociales et justement leur empêcher toute élévation, toute forme même d'élévation sociale. Moi, ma vision ultra complotiste du rap et de la street crédibilité, c'est de dire que ça a été inventé par les blancs pour être certain que les noirs ne reviendraient jamais à leur niveau. Là, c'est gagné là. Non, mais ça, c'est le piège ultime. Et c'est ça, si tu veux, moi, ce que j'ai remarqué avec les Wesh Wesh, c'est que ce sont des patriotes de la street crédibilité. C'est-à-dire que, fondamentalement, s'ils veulent sauver leur peau socialement, il faudrait qu'ils abandonnent toute cette merde. Mais quand tu leur dis ça, ils le prennent comme une insulte contre leur propre personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils déifient ce qui les a réduits au néant social. Parce que, tu vois, concrètement, la Wesh Weshitude, c'est l'impossibilité de trouver un job digne de ce nom, et c'est dur de trouver une femme aussi. Parce que tu passes pour un bouffon, concrètement, tu vois, auprès des femmes. Donc ça les maintient en plus dans une position sociale inférieure. C'est la tête sous l'eau. Et c'est sûr que tu restes à ta place. Ah non, mais ça c'est clair et net. Et le rap est un viol des cerveaux, quoi. Il a violé des cerveaux et il a fait un mal fou à ces populations. C'est évident. Et ce rap,
là, bon, c'est là que, là, moi, là, c'est sûr que je suis trop gentil. Ils vont dire, ça y est, il est abosifié. Mais parce que c'est la gauche qui a quand même mis le rap en avant. Je le sais, moi qui suis rappeur, je sais très bien, je vais pas justement, voilà, je vais pas me mettre des œillères derrière les yeux. Je sais très bien que la gauche a encouragé le rap, a favorisé le rap et a favorisé aussi ce discours-là. Parce que ce discours, il le cautionnait. Je me rappelle d'un interview de Jack Lang par Olivier Cachin, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait eu Kerry James qui avait fait un concert pour Ségolène Royal, je crois, en 2007. Peut-être que je me trompe, là, à vérifier. Mais bien entendu, c'est la gauche qui défie le rap, c'est évident. C'est évident, tu vois, la gauche a une xénophilie, et comme le rap est fait essentiellement par des gens issus de l'immigration, bah forcément le rap c'est génial, tu vois. Alors moi aujourd'hui je peux plus faire de concert hein, parce qu'il paraît que je suis classé extrême droite. Alors la dernière fois quelqu'un a voulu en faire un concert, tu vois, on a dit ah non t'es pas, c'est l'extrême droite maintenant. Bon bah, c'est terminé. Dans la bouche de quelqu'un de gauche c'est un compliment, t'inquiète pas. D'accord. Faut le recevoir comme un compliment, je vais dire. On me dit héritier de quoi, monsieur Adrien? Vous l'avez dit vous-même, la France est un pays multiculturel fondé à partir du baptême de Clovis qui dans son sang n'est pas bâtard. Quelles sont vos origines ancestrales et celles de Jésus s'il vous plaît dont vous vous revendiquez? C'est LDR. Là, il y a vraiment un gloubi-boulga global. Ouais. Kant, Clovis, la France est une nation civilisationnelle. De plusieurs composantes, on a fait naître une civilisation. Une civilisation avec un socle commun qui s'est décliné en fonction des diverses régions françaises, si tu veux. Mais il y avait quand même un socle commun que je t'ai décrit plus loin. Donc tu peux le redire. Donc je le répète, c'est une anthropologie celte essentiellement, parce que tu vois, les Francs, c'était pas grand-chose, hein, c'était quelques dizaines de milliers de soldats, donc c'était vraiment pas grand-chose. Peut-être 100 000 à tout casser, quoi. Hein. Donc une anthropologie celte, une culture gréco-latine, hein, on le ressent dans notre langue, la France c'est le pays du logos, hein. C'est pas pour rien que Descartes a réinventé le logos. Et la spiritualité catholique. Voilà, c'est ça le socle. Et après, la question était un peu longue. Ouais, et il dit justement que la France, voilà, c'est multiculturelle, et celle de Jésus. Il demande c'est quoi alors les origines de Jésus? Parce que Jésus, voilà, il n'est pas français, ça on avait bien compris quand même. Non mais bien sûr, mais si tu veux, c'est tellement bête en fait comme réflexion, je sais pas quoi dire quoi. C'est que sous prétexte que Jésus n'est pas né en France, la France ne pourrait pas être chrétienne, enfin c'est complètement con. C'est complètement con. Je dis qu'il y a un socle culturel français qui est celui-là, qui est celui que j'ai décrit. C'est pas moi qui l'invente, c'est les livres d'histoire qui le décrivent, tu vois, c'est comme ça. Je ne peux rien dire de plus. Je ne peux rien dire de plus, tu vois. Et c'est comme si on devrait rejeter le latin et la langue française au motif que ça vient de Rome, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On me dit aussi, alors, Adrien, que fais-tu si la culture française telle qu'elle est entendue aujourd'hui va à l'encontre des principes de base du christianisme? Ce qui va à l'encontre des principes du christianisme, ce n'est pas la culture française, c'est la culture jacobine. Tu vois, la théorie du genre, le mariage gay, tout ça, ce sont les fruits du jacobinisme. Ce n'est pas la culture française. Après, que dans la culture française, il y ait des choses qui vont à l'encontre du christianisme, oui, ça arrive, hein, tu vois, les Lumières en est une illustration. Mais ça doit être pris comme tel, c'est-à-dire un fruit pourri de la France, c'est en vérité un fruit de l'anti-France. Alors, on me dit aussi, tac, attends, il faut que je remonte parce que j'en ai vu. Voilà. Pour la remigration, pensez-vous qu'il sera nécessaire d'abandonner notre emprise politique et financière sur les pays africains? Alors déjà, elle est plus si grande que ça, hein, puisque de Chirac en particulier a beaucoup lâché aux Américains. Ouais. Je pense que c'est hors sujet. Sincèrement, je pense que ce sont deux questions indépendantes l'une de l'autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est un pays est un continent en pleine croissance d'un point de vue économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même s'il y a des pays qui sont bien entendu dévastés par la famine et diverses fléaux. Mais non, mais il y a le franc CFA quand même. Mais il y a aussi ça. Mais si tu veux, mais l'Afrique ne se limite pas à l'ancienne zone d'influence française. Tu vois ce que je veux dire? Ceci étant... Enfin, ceux qui sont ici, ils viennent quand même plus de l'ancienne influence française que de l'ancienne influence anglaise. Bien sûr. Très peu de Nigérians ou de Kenyans. Tu as raison. Tu as raison. Mais ceci étant... l'idée de l'immigration implique aussi effectivement que les pays d'Afrique retrouvent des conditions pour leur propre développement.
Donc on peut, de ce point de vue-là, tu vois, je vais aller dans le sens du métanote, faire la jonction entre l'un et l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup lâché. Hein. La France-Afrique existe encore, mais Chirac a beaucoup lâché sous la Clinton. Et puis il paraît que justement on est beaucoup maintenant un peu valet des Américains sur cette affaire. Mais bon, Pas que sur celle-là, hein. Ouais. Je vais te le dire. Ça, à la limite, s'il y avait que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On me dit, mon petit Adrien, permettez-moi, Je suis je grand, pourrais être votre grand-mère. Donc, où vais-je si votre projet de France théocratique se réalise? Je suis française depuis au moins mon ancêtre Jacou le Croquant. Je suis ni de droite ni de gauche. Bien que baptisé et élevé dans la religion, je suis devenu agnostique à 20 ans et positivement athée. Bébête, comme vous dites, après 45 ans. Non, je ne suis pas pucelle non plus, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants. Alors qu'allez-vous faire de moi me clouer sur la croix? C'est John Geneviève Tabouis. On lui passe le bonjour. Mais ma chère Geneviève, vous êtes une jacobine, vous avez le droit de l'être, mais moi j'ai le droit d'être français. Elle est fâchée. Mais Geneviève est fâchée parce que le pire ennemi du jacobin est le français. Le jacobin aime l'algérien, il aime le marocain, il aime le chinois, il aime l'israélien, il aime le saoudien, il aime l'hindou. Mais non, parce que le français est son rival. C'est le français qu'il doit effacer pour faire venir le nouvel Adam, pour faire venir l'homme nouveau. Donc, chère Geneviève, vous êtes une jacobine et c'est votre droit le plus strict. Mais moi, mon droit le plus strict, c'est d'être un ennemi de l'anti-France et d'être un Français fidèle à l'héritage spirituel de la France. Bon, voilà, Geneviève, mais en tout cas, ça ne retire pas le fait que Geneviève est très certainement une bonne mère. Voilà, etc., non, etc. c'est plus grand respect pour Geneviève. Bien entendu. Alors, on me dit, le socle civilisationnel dont tu parles, Adrien, n'a-t-il pas été surtout vécu par une certaine élite et non par toutes les couches de la population française? Mais bien sûr que non. Une société ne peut tenir que si des valeurs communes sont partagées. Sinon, c'est l'anarchie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui a fait voilà, la société française n'aurait pas pu... C'est comme si tu me disais par exemple, ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, il n'y a que les élites qui sont musulmanes. Tu vois, ben non, de toute façon, par définition, si tu veux, un peuple, qu'est-ce que c'est? Un peuple, c'est un regroupement d'individus qui, plutôt ce sont des individus qui se réunissent pour faire vivre une culture qu'ils ont héritée et qu'ils veulent transmettre. Donc par définition, il y a ce lien dans une communauté de base, si tu veux. Donc, s'il n'y avait eu que les élites, il y aurait eu un délitement de la nation française depuis très longtemps, sachant que n'oublions pas que la France est le plus vieil État-nation du monde. Nous sommes un État-nation qui a 1500 ans. La société française est la plus vieille au monde. Nous sommes le pays enraciné par excellence, tu vois. Nous sommes le pays de la transmission par excellence. Mais attends, même les Chinois, ils sont plus vieux. Alors les Chinois, tu as raison, la civilisation chinoise est plus vieille, mais si tu veux, la Chine en tant qu'État unifié, les moins. Mais admettons, on est le deuxième, mais bon, tu vois, c'est pas... le premier en Europe. Et de loin, et de très très loin. Alors, on me dit quoi encore? Adrien, les méthodes jacobines se retrouvent chez de plus en plus de pays. Pensez-vous à une conspiration mondiale? Non, c'est l'évolution. Si tu veux, c'est une lente déréglementation de l'esprit des civilisations européennes, qui a commencé en vérité, il faut remonter assez loin, il faut remonter à l'humanisme, c'est-à-dire au XIVe siècle, où ça a vraiment commencé il y a vraiment eu un dérèglement, si tu veux, des esprits qui était lent, qui était progressif, avec un règne de la matière qui allait en s'accroissant. Sachant que le coup de grâce a été donné par l'Angleterre lorsqu'elle a pris la place de la France en 1815, où là vraiment elle a imposé, si tu veux, ses normes. Elle a imposé, mais les autres pays l'ont accepté, hein. C'est-à-dire une norme de mercantilisation, si tu veux, elle a imposé l'heure du commerce, de l'industrialisation à outrance, etc. Le modèle économique français dans ce régime est très 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 différent de ça. Nous primer la qualité, si tu veux, du produit sur la quantité. C'était un autre monde. C'est pas une conspiration, c'est juste que les anglo-saxons sont les plus forts depuis maintenant, hélas, très longtemps. Qui ont imposé leur système. Alors, je vais reprendre les dernières questions, parce que là où je pourrais pas tout prendre, hein, les gens, je préfère vous le dire. On me dit, alors, moi, Adrien, français arabe athée, il doit faire quoi en France? Je suis considéré comme un musulman alors que je ne crois pas en cette religion, tout comme Jésus et Moïse. C'est une très bonne question, mais après, si tu veux, là tu me parles de cas individuel. Oui, c'est... mais je comprends cette question, si tu veux. Mais le problème ne se pose pas d'un point de vue individuel. Il y a beaucoup de gens issus d'immigration qui sont des gens très bien, c'est pas le problème. Il faut poser la question d'un point de vue de la société et d'un point de vue de la cohésion de la collectivité française, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce jeune homme devra un jour choisir son camp.
Et tu sais, il y a cette phrase, je crois que c'était de Raymond Aron sur Giscard d'Estaing, qui disait « Son drame, c'est qu'il a oublié que l'histoire est tragique ». Eh bien, le drame aujourd'hui, c'est que la société de consommation a tellement abêti les consciences, en tout cas beaucoup de conscience, qu'on a oublié que l'histoire est tragique. Et nous avons malgré tout encore un certain confort matériel, tu vois. On est les enfants gâtés de l'histoire d'un certain point de vue. Même si d'un autre point de vue, on est des enfants persécutés de l'histoire, parce que la contrepartie de ça, c'est l'aveuglement spirituel, et c'est la damnation, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais donc, pour en revenir à ce jeune homme, il devra choisir, mais choisir vraiment. Et je précise que le baptême n'est interdit à personne. Hein. Ouais. Soit dit en passant. Soit dit en passant. On me dit, alors, Maurras qui était agnostique, était-il français ou jacobin? C'est beaucoup plus compliqué comme question. Ah. Mais je veux dire, c'est vrai que Maurras avait des crises de foi, mais ce qu'oublie ce métanote, c'est que Maurras préconisait pour la collectivité française le catholicisme. Tu vois ce que je veux dire? Maurras a eu des crises d'athéisme, mais il préconisait que le cadre français respecte ou se fonde sur la base du catholicisme, tu vois. Un peu comme, justement, bon, on parlait tout à l'heure colonisation, cette colonisation en Amérique où on demandait aux Indiens, en fait, s'ils voulaient devenir français, juste de se convertir au catholicisme. Tout à fait. C'est l'édit de Richelieu. Voilà, l'édit de Richelieu, et c'était une condition de dire, bah voilà, il fallait être catholique. Finalement, ça se voit bien qu'on s'en foutait avec la couleur, finalement. Oui, non, mais le peuple français n'est pas raciste. Ouais, mais il faut le rappeler quand même, cet épisode. Pour vivre ensemble, il faut partager un socle civilisationnel. Et ce que je dis là, c'est délirant que j'allais le dire, tellement c'est évident. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement évident que... Enfin, voilà, c'est... Non, mais ça veut dire que si aucun des trois socles que tu as dit, ça peut quand même fonctionner. Puisque là, on proposait à ces Indiens de devenir français sans être d'anthropologie celte. Oui, tout à fait, parce qu'ils respectent le cadre global et parce qu'ils ne cherchent pas à l'altérer. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi parce que c'était aussi des cas minoritaires. Tu vois, parce que si c'était des millions d'Indiens, on aurait un petit peu plus serré la vis. Mais ce qui est important, rappelle-toi, c'est la métaphore du bateau. Tout le monde ne correspond pas forcément aux composants du bateau. En revanche, le bateau, il est comme on est. Donc qu'il y ait des Français de diverses religions, pourquoi pas, mais, et d'ailleurs il y a eu des patriotes qui n'étaient pas catholiques, hein, il y a eu des patriotes protestants, il y a eu des patriotes juifs, je pense à Marc Bloch notamment, tu vois, mais ces gens-là, leur point commun, c'est que c'était des putains de patriotes, et qu'ils aimaient la France telle qu'elle est, ils aimaient leur cadre. Marc Bloch, par exemple, tu vois, un historien que j'aime beaucoup, a écrit un très beau livre sur la société féodale. C'est-à-dire que la France est comme ça, et on ne la change pas, et on l'aime telle qu'elle est, et on la défend telle qu'elle est. Et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Accepteriez-vous un débat avec Alain Soral? Ouais, mais je vois pas sur quoi. Ouais, sur quoi ça va Après, c'est vrai que, bon, si tu veux, c'est... ça serait un peu un dialogue de sourds, c'est que je crois qu'il est gaulliste, moi je ne le suis pas. Il est de gauche, moi je suis de droite. La remigration, je ne sais pas vraiment s'il est pour, mais bon, en tout cas moi je le suis. La réconciliation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ouais. Bon, j'ai rien contre, hein, mais bon. Il y a Obluda lui dit, étant allé dans un rassemblement royaliste, j'ai été ridiculisé comme voulant faire plus français que français, à nouveau parler de camps. Effectivement, comme Topal avait suggéré. Ça ne m'a pas découragé, mais navré. Moi, je connais beaucoup de royalistes, sincèrement, c'est vraiment pas le genre de la maison de faire ce genre de truc. Alors après, on peut toujours tomber sur des cons, ça c'est vrai, mais généralement, c'est pas du tout le genre de la maison de faire ça, et ils sont très ravis de voir des gens qui viennent vers eux. Après, il faudra choisir son camp, c'est-à-dire que si on est intimement acquis à la cause française, il faut aller au bout du raisonnement, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu, tu vois, de maghrébins me dire ah mais attends, mais moi j'ai un petit côté franchouillard et tout ça, et puis dans la phrase d'après, il parle du Maghreb, et il dit ouais, mais tu sais, là-bas, on est comme ça. Et il s'inclut dedans. Il dit attends, t'es franchouillard ou t'en faut savoir, tu vois, faut te positionner, quoi. Ouais, mais t'avais Ramayad qui disait oui, moi dans mon pays. Et puis en fait, elle est en train de parler du Sénégal. C'était joli, c'est 8-10 de la France. Ouais, au moins c'est clair. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle dit bah, vous m'avez au Sénégal, mais vous m'avez compris. Oui, on a compris d'ailleurs. Mais ceci étant, j'aimerais qu'un Manuel Valls dise aussi dans mon pays, quand il parle de la République, pour qu'on comprenne bien qu'il ne parle pas de la France. Parce que Manuel Valls a quand même déclaré que l'extrême droite ne méritait pas la France. Je dis quelle ordure. Mais la gauche qui est l'anti-France par définition, ose se permettre de dire qui mérite la France ou pas. Non mais allez vous faire foutre. Hein. Franchement. Voilà.
En tout cas, je reprends. Allez, les dernières questions. On me dit, au XVIe siècle, quel était le socle commun entre un Normand et un Breton? Le catholicisme. Voilà, un catholicisme. Et puis même la langue. La langue, tu vois, qui n'était pas forcément la même entre Oui, parce un qu'on breton. parlait pas le français quand même. Tu vois, oui, mais malgré tout, tu vois, il y avait des interconnexions culturelles et puis surtout le catholicisme. Quoi. C'était vraiment le. Et tu sais, la France n'aurait pas tenu en tant que nation s'il n'y avait pas eu de lien culturel entre toutes ces provinces. Alors certes, la France était faite par les rois, mais parce que les rois ont répandu justement les liens entre toutes ces provinces. Sans lien culturel, ça pète. Regardez Belgique. Hein. Et question subsidiaire, les Corses, c'est des Français? Bien sûr, ouais. Ouais. Bien sûr. Après, il y a peut-être des Corses qui, eux, ne se considèrent pas comme français, mais ils sont cohérents parce qu'ils rejettent le socle. Tu vois ce que je veux dire? Tu le rejettes, t'as le droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. Mais pour moi, bien sûr, ils sont français, les Corses. D'accord. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la mentalité corse, sur beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines. C'est peut-être la région la moins déracinée de France. Ah, bah ça leur plaira. C'est évident, si tu veux. Bon, faut pas s'embrouiller avec les Corses, de toute façon. On connaît. Les Corses ont un très grand amour de leur île. Et je sais respecter ça. Oui, mais ils ont un nationalisme aussi, quand même. Oh, c'est choquant, là. Je mets le mot sur un... Mais quand même, on peut parler un peu de nationalisme corse. Alors, je vois ce que tu veux dire, autant pour moi, au sens séparatiste, oui. Sincèrement, je suis pas convaincu que ça soit si majoritaire que ça. Tu sais qu'en 2003, il y avait eu une loi pour réformer les statuts de la Corse et en somme, pour accroître son autonomie. Les Corses ont voté contre. Ils ont voté contre, tout à fait. Il y avait la réunion des deux départements en une collectivité unique. Je ne saurais plus te dire précisément. Oui, c'était ça, ils ont refusé. Mais tu vois, donc les choses sont un peu compliquées. Il y a plus de gens qu'on croit qui aiment la France, hein, faut pas croire. Mais il paraît, enfin, je vais faire ma mauvaise langue sur les Corses, mais il paraît qu'ils auraient refusé parce qu'ils auraient perdu dans l'administration des régions, parce que paraît-il, là-bas, il y en a qui vont faire des déclarations en Corse du Nord et puis en Corse du Sud, et ils profitent des deux départements. Mais bon, je connais pas le dossier. C'est les mauvaises langues qui disent ça, hein. Voilà, mes amis corses, je sais pas, je parle. En tout cas, voilà, alors, allez, tiens, dernière question, as-tu changé de position sur Robespierre? Était-il jacobin au sens de ta définition? Il était hélas jacobin. Il était hélas jacobin et je crois que... Mais c'était le moins pire. Ouais. C'était vraiment le moins pire. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des bonnes... qui avait vraiment compris certaines choses. Il avait compris l'oligarchie de l'argent qui montait, tu vois. Mais il était prisonnier, malheureusement, de son logiciel. Mais tu sais, le problème de ces gens-là, c'est qu'à l'époque, les hommes d'église ont pas mal déconné. Donc si les hommes d'église déconnent, a fortiori... C'est très dur, si tu veux, de demander à un laïc de ne pas déconner, d'un point de vue chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair. Donc, le drame, moi j'ai toujours dit que le drame, si tu veux, c'est que Robespierre n'ait pas été un vrai ministre de la justice de Louis XVI et que Napoléon n'ait pas été un général de Louis XVI. Et là, la France aurait été... connu le paroxysme de la majesté, je crois. Mais bon, c'est comme ça. Et bon, peut-être un jour, le retour du roi, tu sais, moi... Ah oui, ça, j'en suis convaincu. T'en es convaincu, comme Henri de Montalban. On en a parlé. Je suis convaincu. Ouais, le retour du roi. Peut-être pas demain, Nostradamus avait prédit qu'une nation européenne allait reconnaître un roi. Le retour d'un roi. C'est pas ma référence absolue. Mais tu sais, moi, ma maxime politique, c'est celle de Jeanne d'Arc. Jésus-Christ, vrai roi de France. D'accord. Et un roi musulman? Non, je rigole. Mais je rigole, je rigole. Bah écoute, merci Adrien, en tout cas, je pense super émission. Là, ils étaient un peu... tu les as réveillés. Hein, la difficulté, tu vois, c'est qu'on a parlé de beaucoup de sujets qui tous auraient mérité des développements. Donc des fois, j'ai été contraint d'être lapidaire et rapide sur des sujets qui auraient mérité des développements. Bon. Donc j'espère que j'ai été compris malgré tout. D'accord, moi aussi, j'espère. En tout cas, merci à toi d'être venu. Mais y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir. Merci à la régie. Il y a tout le monde dans la régie. Oh là là, il y a même des upériens. Je les grille à l'antenne. Et voilà. Comme ça, après, ils vont dire, vous voyez, on est sympa, mais t'es... Alors, il y a des transfuges. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à Gaspard et Réduit, La Révolte, Liberta, Papatrol, Sage, Nomo Deratrol, toujours à l'œuvre, Haussmann, Joe Lakawek, Pierrot Darfernel, Manta, Scooby, Saruman, Dialanké, Gentiponi, Fange de Brel, FDF... Voilà, d'ici Tutsi, Pierrot, Fahrenheit, voilà, Réflexion, Le Muraliste, Jourgourta, Mantas, Valigomou, tous ceux qui sont connectés, et voilà, Vénère, là, il nous parle de Belgique. On fera une émission un jour spéciale Belgique. Pour l'annexion de la Wallonie, j'espère. Pour l'annexion, attends, t'es pour, 100%. t'es contre, Laurent Louis sera pas d'accord. Je ne demande pas son avis. Hein.
Mais il n'est pas obligé de rester en France une fois que la Holly sera... Une fois qu'elle sera annexée. Nous non plus, on n'était pas pour. Hein, mais bon, c'est notre histoire. Même s'il y a du ménage à faire, on va dire. Ah, voilà. En tout cas, merci à vous. On se retrouve demain. En plus, demain, c'est libre antenne. L'antenne est à vous. Et vous savez très bien que si vous écoutez ce message-là ce soir, vous êtes en France, peut-être. Et c'est en tout cas, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao. Merci.